Brabonjour, à Blonay-sur-Vevey. C'est ici que depuis à peine 4 ans s'épanouissent de véritables tomates anciennes. Relancer cette culture ancestrale, un véritable défi pour ces deux maraîchers professionnels. T'as vu la chima, ouais, ça grimpe, comme elle pousse, c'est incroyable. Ouais, ben chaque semaine, je trouve que ça démarre, quoi. Tout ce qui est mûr, on prend, hein. Entre le self, le magasin, les paniers. Et il y avait la prairie qu'on voulait aussi, non? Ouais. Le moment de la cueillette, c'est la récompense après des semaines de labeur. Donc, on y va avec délicatesse. Ah bon, ça c'est fantastique. Vous voyez ce petit marbrage là, c'est juste incroyable. Puis coupé en deux, ça fait du steak quoi. Ça c'est ce genre de type de variété. Nous, on est complètement fada avec ça. Alors ça c'est de la Dorothy Green, une tomate verte qui reste verte à maturité, qui est vraiment hyper bonne, assez charnue. La ananas, ça fait? Oui. Ananas bleu là? Oui. Ok. Tomate ananas, tomate bleue, des noms surprenants qui font partie des dizaines de variétés cultivées chaque année dans ce grand potager. Une production de tomates anciennes qui n'a pas été dictée par la nostalgie, mais par un ordre de priorité clairement défini. Tu veux goûter? On choisit quoi? La couleur, la forme, la durabilité, le goût. Le critère numéro 1, c'est le goût, toujours, de notre sélection de variétés qu'on a au catalogue. Ensuite, en deuxième, quand même l'aspect, parce que c'est cool d'avoir une diversité de couleurs, de goût et de taille et de forme. Et puis après, pour nous, moi je dirais qu'il y a la résistance en plein champ, ouais, et la productivité, enfin voilà. Des tomates génétiquement qui sortent du lot, qui montrent tout à coup avec une saison par exemple comme on a eu cette année. Donc il y a un compromis. Exactement. Forcément, ouais. Mais je dirais une tomate qui est très résistante au mildiou, mais qu'on trouve inintéressante gustativement, on va pas la garder. Un sens des priorités qui favorise le goût, un choix qui pourrait ravir de nombreux consommateurs. Mais cultiver des tomates anciennes n'est pas si simple. Première difficulté, être sûr de l'origine des variétés. Et pour cela, nos cultivateurs se sont tournés entre autres vers Prospecirara, une association suisse qui garantit l'authenticité ancienne des graines. Tu as la liste des variétés de cette année qu'on propose aussi au marché au planton chaque année. Et puis chaque année, il y a des variétés qui restent, d'autres qui changent. Et l'origine, du coup, tu as pris où les graines? Alors, il y a des choses qui viennent de chez vous, de chez Prospecirara, que j'ai commandé directement chez des multiplicateurs. Mais c'est quoi une tomate ancienne Prospecirara? Alors, on dit des variétés dites anciennes. Hein. Donc, une variété ancienne, c'est une variété qui vient d'un terroir, qui a été sélectionnée dans un environnement particulier par des paysans, des paysannes, et qui ont sélectionné des variétés adaptées à leur propre terroir. Le mot tomate ancienne n'étant pas protégé, pas toujours facile pour le consommateur de s'y retrouver. Et un label n'est pas forcément suffisant. La seule garantie justement pour le consommateur de savoir ce qu'il mange, c'est aussi de se faire confiance par rapport à ce goût finalement qui n'a peut-être pas encore été retrouvé, parce qu'on parle souvent, on retrouve le goût des tomates. Donc d'aller dans des fermes où on a des circuits courts, d'aller à des portes ouvertes, d'aller à des événements, de s'intéresser à ce qui se passe en dehors des centres commerciaux, c'est l'occasion rêvée de finalement faire un choix de manière beaucoup plus sensorielle que théorique. T'as déjà tout fait? Ouais. Moi, je vais à celle d'après. OK pour l'authenticité, mais reste un gros problème. Produire des tomates anciennes n'est pas sans risque, surtout financier. Car la plupart des antiques variétés ont un gros défaut, elles sont très fragiles. Typiquement, il y a la Captain Lucky qui a un goût extraordinaire, fumé, une chair marbrée, voilà, c'est très complexe comme arôme et tout, mais elle a une tendance au fondiment, elle a une tendance à vite être en surmaturité. Ça, on va la distribuer en circuit direct, en circuit court. Donc en fait, nos tomates, elles vont pas très loin. Et la plupart, elles vont aller à 300 mètres au self. L'autre, elle va aller à 2 km dans notre magasin en ville de Vevey. Et puis, on travaille avec des restos qui sont tous dans un périmètre de 5 km autour de chez nous. Des tomates certifiées anciennes que l'on ne retrouve donc pas forcément dans toute la Suisse,
Mais est-ce cette fragilité au transport qui a fait sonner le glas de ces tomates pleines de saveurs dans la grande distribution. Avignon, Centre national de recherche sur la biologie végétale. Ici se cache un véritable petit trésor. Alors on va aller voir la chambre à graines, là où on conserve 3500 tomates. Mais pourquoi en conserver autant ? Mais parce qu'on a besoin de conserver toute la diversité des tomates pour pouvoir créer les variétés de demain. Cette collection de graines de tomates est l'une des 6 plus grandes au monde. Certaines graines datent carrément de la période aztèque. Donc, on en prend soin. Ici, tout est contrôlé depuis plusieurs décennies pour conserver ce patrimoine végétal. Une hygrométrie précise et une température maximum de 4 degrés. C'est quoi comme graine, ça? Ça, c'est la Saint-Pierre. Elle a un goût particulier, un goût un peu fumé. C'est une variété ancienne française. Elles sont toutes sélectionnées, gardées par rapport à leur côté valeur gustative? Alors non, donc on a 3500 tomates, dont presque 300 sauvages, et on les conserve pour plein de caractéristiques différentes. Ça peut être des résistances à des maladies, une rusticité face au climat, à la chaleur, à la sécheresse, au sel dans le sol, ou même parce qu'elles aussi elles ont une valeur patrimoniale, parce que c'est des vieilles variétés françaises, et donc pour leur aspect patrimonial, on les conserve. Et pour les valeurs gustatives, bien sûr aussi. Ça fait partie des caractéristiques importantes pour créer de nouvelles variétés. Ces collections d'anciennes graines de tomates ont très vite intéressé les grandes multinationales des semences. Les Syngenta, Pioneer, Monsanto Bayer, Azera et autres Enzasaden. Ce sont eux qui ont véritablement décidé de l'avenir du goût de nos tomates. Dès les années 50, les premières hybridations apparaissent, résultat de croisements de différentes variétés, avec comme priorité la résistance aux maladies. Jusque-là pourtant, le goût s'en est encore assez bien sorti. Mais dans les années 80, avec le développement des hypermarchés, tout bascule pour le goût des tomates. Les circuits de distribution se rallongent, les consommateurs commencent à faire leurs courses une seule fois par semaine. Dans les années 80, on a vu arriver des tomates dites de longue conservation, notamment une variété, Daniela, qui a été produite par Azera, qui a envahi le marché parce que cette variété était fabuleuse. Elle avait un bon rendement, elle était adaptée à toutes les conditions de production et en plus, elle se conservait très longtemps. Et donc, elle a envahi le marché, elle a permis de délocaliser le marché aussi, de produire des variétés en plein hiver au Maroc, etc., qui arrivaient sur nos marchés encore bien fermes. Mais par contre, elle avait un défaut, c'est que les fruits n'avaient aucun goût. Un manque de saveur souligné d'ailleurs quelques années plus tard par Roland Pierrot, un grand chef cuisinier de l'époque. Oh, nul. Saveur, nul. Texture, farine. Et à partir de 90, on se dit il faut faire quelque chose pour le consommateur qui râle, qui se plaint. Et donc, on va diversifier. C'est à ce moment-là qu'est lancée sur le marché la célèbre tomate grappe, qui va représenter jusqu'à 50% de la consommation. Le vrai goût de la tomate était-il enfin de retour ? En termes d'odeur, c'est du faux. C'est la rave de la tomate qui donne une odeur et une perception, un sentiment de fraîcheur. Parce qu'une tomate, ça sent quasiment rien. Alors que la rafle, elle, ça sent très fort. Pour tenter encore de faire oublier ce manque de goût, au début des années 2000, les grandes multinationales des semences s'occuperont cette fois-ci de la couleur. Des couleurs qui mettront quelques années à convaincre le consommateur. Mais c'est peut-être le travail sur la dimension des tomates qui ramènera enfin le goût avec l'avènement des tomates cerises. Je vais déguster d'abord les tomates cerises. Elles sont bien sucrées, celles-ci. Pas très acides, c'est aromatique. Et
si ces mini-tomates sont plus goûtues, ce n'est pas par hasard. Vous avez 95% d'eau dans une grosse tomate, vous avez 90% seulement d'eau dans une tomate cerise. C'est un peu comme un verre de sirop. Vous mettez plus ou moins de sirop pour la même teneur en eau. Et donc vous avez un goût qui est plus ou moins sucré si vous avez mis moins d'eau. Ce type de petite tomate cartonne dans tous les magasins, souvent vendues en barquettes de 250 à 650 grammes, avec des prix pas toujours faciles à calculer au kilo. C'est le type de tomate le plus cher de nos rayons. Les prix varient entre 8 francs et près de 24 francs le kilo. Même si récolter ces petites tomates engendre des frais de main-d'œuvre plus importants, c'est quand même un peu cher payé simplement pour retrouver les saveurs de la nature. Lully, campagne genevoise, ici on pratique le hors-sol depuis de nombreuses années. Petite visite avec Philippe Magnin, un maraîcher de 5e génération. Je vous emmène dans la première serre de tomates qu'on va pouvoir visiter et puis se rendre compte ce que c'est qu'une culture actuelle. C'est ce qu'on appelle vulgairement, je dirais, des cultures hors sol. Ça, c'est des cultures hors sol, mais qui sont posées au sol. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la terre d'origine, je dirais, de la serre, mais on utilise des sacs. Ici, en l'occurrence, c'est de la fibre de noix de coco. Donc, c'est un produit 100% naturel. L'avantage de la fibre de coco, c'est que c'est très drainant. Et tout ce qui est excès en arrosage, en éléments nutritifs, ça ressort du sac. Ça évite justement des asphyxies de racines, des maladies, alors que la terre, ça peut créer ce genre de problème. Ce substrat, en provenance le plus souvent d'Indonésie, est inerte. Il faut donc lui ajouter des nutriments. Et ceci de manière très précise. Ici, sous serre chaude pour produire ces tomates hors sol, on contrôle donc tout, au millimètre ou plutôt au millilitre. Des gouttes à gouttes gèrent et par informatique, en lien direct avec la météo. C'est de l'eau avec des éléments nutritifs. Pour un être humain, je dirais, il faut des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines. Mais pour la plante, c'est de l'azote, de la potasse, du phosphore. Ça, c'est les grands éléments que la plante consomme le plus. Et puis après, il y a des oligo-éléments avec du fer, du zinc, du bore. Mais dans ces bassins, ces nutriments sont-ils tous naturels? C'est des éléments qui sont certains naturels, qui viennent de mines, et d'autres qui sont issus de la chimie, oui. Mais en pleine terre, aurait-on besoin d'ajouter tous ces éléments? Dans la terre, vous ne pouvez pas avoir le stock nécessaire d'éléments nutritifs pour le développement d'une plante du mois de mars au mois de novembre. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligé de rapporter des éléments nutritifs. Donc, que ce soit sur substrat ou en terre, on est obligé d'apporter ces éléments nutritifs de la même manière. Le hors-sol, l'avantage, c'est qu'on va gérer le climat. On va éviter les climats défavorables à de la propagation de maladies. Donc ça nous permet aussi d'éviter les traitements. Moins de traitements, c'est moins de pesticides et d'autres produits phytosanitaires. Écologiquement, c'est un plus. Mais le hors-sol sous serre chauffée a surtout un autre gros avantage. Avec cette technique, on passe d'une saison de production de tomates d'à peine 3 mois à presque 9 mois, soit de mi-avril à carrément fin novembre. Et là, pour les grands maraîchers suisses, au vu des coûts de production très élevés dans notre pays, le hors-sol est très vite devenu la norme. Réalité économique oblige, pour ce maraîcher qui emploie plus de 30 salariés, il faut faire des compromis, et avec un ordre des priorités très clair. Ça reste économique, quoi. Donc le rendement a une part importante. Les résistances aux maladies aussi, parce que ça nous évite d'utiliser des produits phytosanitaires. Et puis le goût aussi, entre guillemets, ça nous rapporte rien économiquement, si ce n'est d'avoir une meilleure image. Pour ce maraîcher, le goût ne se résume évidemment pas uniquement à une question d'image. Mais cela reste un élément parmi d'autres.
Pour savoir si le goût a été mis à mal par la culture hors sol, retour au pays des cigales. Alors, c'est pas parce qu'elle est produite en hors-sol ou en pleine terre qu'on va avoir des différences énormes. Par contre, suivant la lumière que va avoir la plante, suivant la chaleur, la température que va avoir la plante, on n'aura pas la même qualité gustative. Pour essayer de trancher une fois pour toutes cette question, pleine terre, hors sol et valeur gustative, le Centre français de l'interprofession des fruits et légumes a réalisé une dégustation avec des variétés de tomates similaires, cultivées en terre et en hors sol, et ceci en même temps. Résultat étonnant, voire même nuancé, comme l'indique la responsable de l'étude. La moins bonne tomate et la meilleure tomate proviennent de la pleine terre. Le goût des fruits hors sol sont quant à eux assez intermédiaires, car leur production est contrôlée. Ils ne sont ni très mauvais, ni très bons. Pour notre maraîcher de la campagne genevoise, le goût, c'est avant tout une affaire de proximité. Car plus on est loin du lieu de distribution, plus on aura tendance à cueillir ces tomates à un stade précoce, voire carrément vertes. Alors voilà, alors là je dirais ça serait ce qui est récolté sud de la France. Ça serait l'Espagne. Et puis ça serait le Maroc. Pour supporter toujours déjà les vibrations du transport, qu'elles soient plus fermes. Cueillir si tôt, c'est peut-être bien pour maintenir l'esthétique des tomates lors du transport. Mais qu'en est-il de l'impact sur le goût? Pour le savoir, direction l'Union maraîchère genevoise. Ici, chaque année, 8000 tonnes de tomates sont triées et empaquetées, soit 30% des tomates cultivées en Suisse. Nous, on se concentre vraiment sur ces tomates de ces couleurs-là qu'on demande à nos producteurs de récolter pour qu'elles soient agréables à la consommation et qu'elles gardent encore du goût. Il faut savoir que la tomate, c'est un produit, un fruit qui va continuer de mûrir même s'il n'est pas sur la plante. C'est clair que de mûrir dans une chambre froide ou sur la table de sa salle à manger, c'est pas la même chose que de mûrir sur la plante. Mais si l'on peut cueillir des tomates plus proches de leur pleine maturité en Suisse, c'est surtout grâce à des circuits de distribution très courts. Le producteur que vous avez vu hier, il a récolté sa tomate hier matin. Il nous l'a livrée dans la journée. Et aujourd'hui, cette tomate, elle a été dans tous nos clients distributeurs dans l'ensemble de la Suisse. Quant aux tomates venues de l'étranger, elles ont encore un autre désavantage. L'utilisation lors de leur transport de camions frigorifiques. Des études scientifiques ont prouvé qu'en quelques heures, entre 4 et 10 degrés, les tomates perdent tout ou partie de leur valeur gustative. Donc nos tomates indigènes peuvent avoir un sérieux avantage de goût, mais à une condition, être rigoureux avec les températures tout au long de la chaîne de distribution. Donc elle va être récoltée aux alentours entre 18 et 25 degrés. Et chez nous, pendant tout son circuit, elle ne descend pas en dessous de 15 degrés. Parce que c'est la température vraiment optimum pour conserver le produit et surtout ne pas altérer son goût. Et c'est la même chose ensuite dans le camion qui va le transporter. Et puis ensuite, chez le distributeur, normalement, elle doit aussi respecter cette température minimum. Ben voilà, il y a peut-être des petites épiceries où il n'y a qu'un niveau de froid pour conserver les produits. Et puis, ils se retrouvent à 4 degrés pendant la nuit dans un frigo. Je ne peux pas l'exclure, mais en tout cas, les grands distributeurs et les clients importants sont conscients que de descendre en dessous de 15 degrés, c'est un grand non pour la tomate.